Parfait. Il faut commencer pile à l'heure. En plus, on a été... Oui, bah oui. Ça y est, c'est bon. On est juste assez en retard. On doit parler dans les micros? Je crois que Ouais, oui, parce que c'est enregistré. Bon, bah, commençons à l'heure. Je ne sais pas. Donc bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ces débats de l'INHA. Donc c'est la 10e séance, je crois, depuis que nous avons entamé ces débats au printemps dernier. Des débats donc, qui se tiennent tous les derniers jeudis du mois et qui sont à chaque fois l'occasion de tester, disons, la plasticité d'une discipline, donc l'histoire de l'art, qui, voilà, comme les autres sciences sociales, ne cesse évidemment de se réinventer, de se reconfigurer au contact de nouveaux paradigmes sociaux, politiques, économiques, etc. Donc dans les dernières séances, on a eu l'occasion de jouer sur cette confrontation, de travailler autour de toute une série de sujets très divers, l'intelligence artificielle, la relation au travail, à la fois en regardant du côté des représentations du travail dans l'histoire de l'art, mais aussi très concrètement le rapport au travail chez les historiens de l'art. On s'est intéressé à la question de la censure, à la question du roman national, à la question de la place de l'histoire de l'art dans les médias. Voilà. Juste pour donner un aperçu, je crois d'ailleurs qu'ils sont... Les précédentes séances sont visibles sur la chaîne YouTube de l'INHA. Et ce soir, donc, on va s'intéresser à un sujet, un phénomène qui semble a priori très circonscrit à la communauté des historiens et historiennes de l'art, puisqu'on va s'intéresser à la mobilité, à leur mobilité, au-delà du monde académique, au-delà de l'université, à leur mobilité au sein des musées. Voilà, mais on va assez vite se rendre compte que ce phénomène est guidé par des considérations qui, elles, sont absolument exogènes au champ propre de l'histoire de l'art. Si on pense, par exemple, aux injonctions qui sont faites aux musées ces dernières années, parfois ces dernières décennies, peut-être moins en France, mais dans d'autres contextes, d'intégrer au sein de leur collection, dans les expositions, d'autres récits, d'autres communautés, jusque-là invisibilisées, les artistes femmes, les artistes racisés, et aussi d'autres aires géographiques. Et donc d'élargir le spectre des représentations, si tant est qu'il veuille, le musée, encore prétendre à cette notion évidemment très controversée de musée universel. Donc on a vu apparaître de plus en plus des collaborations avec des chercheurs associés au sein de musées, parfois même la création de laboratoires de recherche intégrés au sein même des départements scientifiques de certains musées. On a vu aussi apparaître ce qu'on appelle parfois les musées de société. On pourra peut-être y revenir avec vous, puisque c'est une terminaison et une réalité qu'on peut peut-être discuter. Et donc on voit que la recherche ici évidemment prend une tournure assez engagée, puisqu'il s'agit aussi évidemment de rétablir certains faits, de réparer, d'écrire parfois une autre version, une alternative au récit longtemps dominant. Voilà. En même temps, on voit évidemment, on peut pas, on est obligé de souligner ce qui se passe aujourd'hui outre-Atlantique, puisque là, on voit bien qu'on est depuis très peu de temps dans une toute autre réalité, avec un retour de bâton quand même très très brutal, qui vient percuter justement cette entrée d'une recherche plus engagée au sein des musées, avec ce qui se passe évidemment aux États-Unis depuis l'arrivée de Trump au pouvoir le 21 janvier dernier, avec ce revirement complet, et notamment évidemment la
création de ce décret le jour de l'intronisation de Trump, la signature de ce décret donc, qui a tout simplement supprimé au sein des musées, des universités et des administrations en général le fameux programme diversité, équité et inclusion qui promouvait jusque-là une meilleure représentation des communautés invisibilisées. On a vu aussi le 27 mars dernier un autre décret signé donc toujours par l'administration Trump qui lui donc s'attaquait à tout le réseau culturel, immense réseau culturel de Washington, donc au Smithsonian, avec pour ambition, donc là je reprends les termes de Trump, de ce décret, de le sauver d'une idéologie corrosive, opération qui a été confiée à Jill Evans, qui fait partie du conseil d'administration du Smithsonian, avec pour objectif donc d'éliminer, je cite encore, l'idéologie inappropriée, clivante ou anti-américaine qui sévirait, selon eux, au sein des institutions du Smithsonian. Bon, on va peut-être y revenir. Je lance ça en introduction, mais revenons au contexte, à notre contexte français européen. On peut peut-être prendre juste deux exemples et dont on aura l'occasion de discuter avec vous au-delà des projets que vous avez l'un et l'autre portés. Mais deux exemples peut-être d'expositions très, très récentes qui introduisent, qui articulent, qui travaillent, je veux dire, main dans la main avec des chercheurs. On peut citer l'exposition L'âge atomique, par exemple, du Musée d'Art moderne cet hiver, qui donc retraçait l'évolution de notre relation au nucléaire à travers l'art moderne. Exposition donc, qui était sous le double patronage d'une conservatrice du Musée d'Art moderne, Julia Gary-Morse, mais aussi d'une historienne de l'art, Maria Stavrinaki. Et plus récemment encore, l'exposition Dakar Djibouti qui vient d'ouvrir le 15 avril dernier au Quai Branly, intitulée donc une contre-enquête, qui revisite donc la fameuse expédition conduite par l'ethnologue Marcel Griol entre 1931 et 1933, expédition qui a permis de collecter plus de 3000 objets qui sont donc pour la plupart dans les collections du Quai Branly, mais une exposition pour laquelle le Quai Branly a fait appel à 6 chercheurs originaires des 14 pays traversés lors de cette mission, pour se plonger donc dans les archives de Marcel Griol, dans les 15 000 fiches thématiques qui ont été produites à l'occasion de cette expédition, pour mener aussi des enquêtes de terrain à nouveau, et donc produire cette contre-enquête. Voilà, donc on pourra discuter de l'apport là, fondamental évidemment de ces chercheurs au projet de l'exposition, et aussi à ce que ça fait à l'institution de travailler de la sorte. Alors peut-être on pourrait se dire comme ça que évidemment la recherche, que chaque exposition, chaque accrochage procède a priori d'une recherche au sens scientifique du terme. On se dit que assez naturellement, chaque accrochage est à chaque fois la concrétion de décisions, de vérifications, de raisonnements qui relèvent directement des méthodes des chercheurs. On pourrait, c'est ce que réaffirmait notamment la directrice de l'ICOM dans un colloque de 2021, dans lequel elle disait documenter les collections, leurs origines, leur sens et leur parcours, transmettre des connaissances au public est bien le cœur de métier des musées. Et donc la recherche est inhérente à leur activité. Mais c'est vrai qu'on est quand même à ce moment un peu de tournant de la place et du rôle de la recherche dans les musées, en raison de ce que j'ai évoqué plus tôt, de ces injonctions faites aux musées aussi de se réinterroger de l'intérieur, de changer peut-être de méthodologie. Voilà. Donc on va discuter de tout ça avec vous deux. Je vous présente brièvement. Et ce qui est intéressant, on va le voir, c'est que vous avez des positions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque donc Élodie Bouffard à ma droite, vous êtes donc chargée des expositions, commissaire d'exposition et chargée des expositions depuis 2009 à l'Institut du monde arabe.
Vous avez donc inauguré il y a quelques semaines l'exposition Trésors sauvés de Gaza, qui est le fruit d'une collaboration avec le musée d'art et d'histoire de Genève, qui depuis 2007 est donc devenu le musée refuge d'une collection archéologique exceptionnelle d'objets donc, qui ont été confiés par l'autorité nationale palestinienne et qui donc n'ont pas pu retourner à Gaza. Évidemment, l'expo résonne aujourd'hui. J'imagine qu'elle était prévue de longue date. Vous allez nous dire ça, vous allez nous raconter. Et puis, voilà, avec vous, donc Morad Montazami, donc avec une position un peu différente, comme je disais. Donc vous êtes historien de l'art et curateur indépendant. Vous avez monté la plateforme curatoriale et éditoriale Zaman Books and Curating, qui explore et donc les modernités arabes, pour le dire rapidement. Et vous avez donc co-signé l'exposition, très belle exposition, Présence arabe, art moderne et décolonisation, 1908-1988, l'été dernier, oui. C'était il y a pile 1 an. Voilà, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc peut-être pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de, si vous voulez bien, de vous présenter un peu plus en détail que je ne l'ai fait, mais en expliquant voilà, concrètement aussi ce que ça fait d'être justement un pied dedans, un pied dehors. Vous êtes à l'intérieur d'une institution, mais qui est une institution quand même un peu particulière aussi. Et Morad, voilà, circuler entre les deux. Peut-être Élodie, si vous voulez, et puis dire un mot évidemment du projet que vous portez. Oui, bon, merci pour cette introduction. Merci à vous tous d'être ici et merci pour l'organisation. Oui, donc effectivement, l'Institut du monde arabe, c'est une institution un peu particulière dans le cadre où nous, on est une fondation de droit privé. Donc on relève pas du tout du même système qu'un musée traditionnel qu'on peut retrouver sur la place parisienne qui dépend du ministère de la Culture, par exemple. Nous, on a un cadre un peu particulier puisque on dépend du ministère des Affaires étrangères dans un certain cadre, mais nous sommes complètement autonomes financièrement. Donc nous cherchons de l'argent et nous montons des projets aussi en maximum en collaboration avec d'autres institutions. Voilà. Donc moi, je travaille au service des expositions à l'Institut du monde arabe. Et dans ce cadre-là, effectivement, on est le service qui travaille le plus avec un réseau extérieur de musées, mais aussi un réseau extérieur de chercheurs. Voilà, qui peut aller dans un sens très large, qui peut aller même dans un cadre socio, linguistique, archéo, histoire de l'art, puisque dans le cadre de nos projets, et ceci depuis un peu plus de 15 ans, nous associons régulièrement une équipe Institut du monde arabe, tout simplement pour porter, on va dire, une sorte de programmation et de vision, en tout cas, de notre façon de faire des expositions, et nous nous associons à chaque fois avec un commissariat scientifique et bien entendu un comité scientifique qui y est associé. Donc on va dire que la collaboration scientifique, nous, ne va pas se faire dans un cadre qui peut être connu comme au musée du Louvre, où on a notamment des conservateurs qui vont faire de la recherche, ou alors on va avoir pour le MUSEM et encore plus pour le Quai Branly, puisque le Quai Branly c'est une cogestion entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous, on est un peu hybride et à part. Et comme en plus, on a, on va dire, un territoire très large sur lequel on évolue, donc territorialement, mais aussi chronologiquement, en fait, on va avoir aussi cette capacité à devoir déployer un réseau qui est le plus large possible dans le cadre des activités qui sont dans notre ère. Donc, en tant qu'institution, en plus, on est un musée, mais on a aussi un centre de langue, un centre de cinématographique et autres, et ce qui fait que nous avons aussi cette plasticité qui nous entraîne souvent à avoir des expositions avec un cadre un peu plus large, c'est-à-dire qu'on sort un peu de l'histoire historienne de l'art dans le cadre de notre réseau et même dans le cadre des publications que l'on met en œuvre qui sont toujours un peu particulières. Donc ce réseau, on essaye de l'entretenir au maximum avec les difficultés d'une petite équipe. Mais typiquement, c'est le genre de réseau qui permet de déployer une exposition comme Gaza en 4 mois et demi. Parce que c'était vraiment pas un projet prévu de longue date. Un projet d'exposition, c'est entre 2 et 3 ans.
pour certains musées, peuvent avoir même le luxe de travailler pendant 4 ans sur un projet. Et en fait, on va dire qu'on est un peu sur un exemple un peu précis de ce que le réseau et le réseau à long terme peut permettre à une institution qui a aussi la flexibilité que nous, on a. Donc on devait ouvrir en novembre 2024 une grande exposition sur le patrimoine de Byblos, donc qui est une cité millénaire du Liban, avec la Direction générale des antiquités libanaises, de grands amis également, avec un commissariat libanais, puisque nous, en tant qu'institution ouverte sur les mondes arabes, nous valorisons au maximum aussi des commissaires extérieurs qui travaillent directement sur les sujets et dans les pays concernés. Voilà, quand c'est possible, en tout cas, on y tient. Et donc, suite au bombardement de Beyrouth, donc en octobre, nous avons dû prendre la décision d'annuler l'exposition qui devait ouvrir en novembre, puisque c'était impossible de faire sortir les trésors nationaux qui nous étaient prêtés, mais surtout mettre en danger les équipes du musée qui devaient elles-mêmes se déplacer pour mettre en œuvre tout simplement le transport. Donc, suite à cette annulation, nous avons décidé qu'il n'était pas possible, en tout cas, que l'institution reste silencieuse par rapport à ce qui est en train de se passer, et depuis plusieurs mois. Et nous avons l'habitude de traiter la Palestine et la question palestinienne depuis plusieurs années à l'Institut du monde arabe, dans le cadre d'expositions, de conférences. Et donc nous avons un réseau extrêmement, on va dire, dense, notamment dans les différentes activités, création contemporaine, recherche et également archéologie. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons eu la chance de pouvoir mobiliser des personnes avec qui nous travaillons depuis longtemps, notamment donc, les BAF, donc l'École biblique et archéologique de Jérusalem, qui a formé quasiment tous les archéologues de la zone. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, Guillaume Charlot vient de cette école. Donc ça nous permet d'avoir un réseau qui nous connaît bien, qu'on peut mobiliser rapidement et qui peut monter pour nous accompagner dans le cadre en plus de cet accord avec l'autorité nationale palestinienne, mais également avec le musée d'art et d'histoire de Genève. Donc c'était juste pour vous donner un peu, voilà, nous c'est un cadre un peu particulier puisqu'on n'a pas forcément des chercheurs maison, mais on passe notre temps à recevoir des chercheurs qui travaillent en fait sur les territoires qui nous intéressent. Voilà. Comme on a cette spécificité, nous, d'avoir quand même un cadre assez précis, on n'est pas forcément dans la question de l'injonction qui peut être faite sur certaines collections. Je pense qu'on va aborder. Voilà, nous, c'est plutôt un moment privilégié, puisqu'on a une capacité à mobiliser des chercheurs, et aujourd'hui, en plus, on a un regard particulier sur des activités que nous menions depuis très longtemps, mais qui, malheureusement, les tragédies de la région qui nous intéressent, en tout cas l'Institut du monde arabe, mettent en lumière particulièrement des thématiques qui ont été longtemps en souffrance. Voilà, parce que il y a du monde aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas quand on a fait des expositions sur l'archéologie à Gaza ou sur la création contemporaine en Palestine, ou quand on a pu mettre en valeur les collections que nous hébergeons depuis 10 ans d'un musée en exil, de collections d'art moderne contemporain du musée en exil de Palestine. Voilà. Donc c'est aussi intéressant comment des chercheurs ou des institutions peuvent travailler et que cette visibilité, malheureusement, apparaissent dans un autre cadre. Voilà, c'était un peu une introduction un peu longue, mais voilà. Eh bien, moi, de mon côté, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous également. Donc, moi, de mon côté, je représente effectivement plus le côté recherche indépendante ou curateur indépendant, ou comment, en tant qu'acteur d'une histoire de l'art en train de s'écrire, on peut effectivement avoir un pied dans l'institution et un pied en dehors. Et donc, c'est à peu près autour de 2014, il y a maintenant une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, que j'ai eu la chance d'entrer au musée de la Tate moderne à Londres, qui était déjà depuis les années 2010-2012 dans une démarche de se globaliser, donc terme problématique en soi, modernité globale ou histoire de l'art globale, que parfois on confond avec l'histoire de l'art coloniale et post-coloniale, voire même décoloniale, évidemment.
à différents degrés ou à différentes nuances de gris dans la déconstruction d'une discipline qui, quand même, assez longtemps, là je parle de l'histoire de l'art, s'est voulu dépolitiser ou s'est rêvé dépolitiser, comme si l'histoire de l'art pouvait rester dans son petit cocon de recherche formaliste ou philologique ou iconologique sans que la politique ne la blesse, entre guillemets, ou ne la réveille. Et donc, en 2014, j'ai eu l'opportunité d'entrer en tant que Research Curator, donc curateur-chercheur, qui était un dispositif qui avait ses avantages et ses défauts, mais qui avait surtout l'avantage, voilà, d'assumer, comme on l'a dit en introduction, que faire des expositions, c'est être de toute façon dans une démarche de recherche. Il n'y a pas vraiment de démarche programmatique dans un musée ou dans un programme d'exposition qui n'implique pas la recherche. Le problème, après, c'est plutôt comment bureaucratiquement, économiquement, les gens qui travaillent dans les musées ont pu être aussi entravés de faire les recherches qu'ils avaient envie de faire ou vers lesquelles ils se sentaient poussés à cause de logiques institutionnelles ou bureaucratiques ou politiques, bien sûr. Bon, aujourd'hui aussi avec des phénomènes de censure dont on va reparler. Donc pour ma part, c'était en 2014 que j'ai eu l'occasion d'être donc le premier research curator pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Je mets toujours des guillemets parce que là aussi, Moyen-Orient et Afrique du Nord sont des termes aussi qui peuvent être débattus et notamment le passage qui est en train de se faire depuis quelque temps entre Moyen-Orient et Asie de l'Ouest sur les étiquetages géoculturels des différents territoires qui peuvent nous intéresser. Et donc voilà, donc en 2014, j'ai eu la chance de travailler à la Tate, à Londres, pendant à peu près 5 ans, de 2014 à 2019, à peu près jusqu'à la période du Covid. Et donc j'ai pu expérimenter et incarner, entre guillemets, le dispositif du chercheur-curator propre à cette institution, qui avait, je vais parler un petit peu au passé, parce que depuis justement le Covid et le Brexit, la Tate moderne a beaucoup changé dans ses velléités, dans ses ambitions, ou y compris dans son programme, qui se veut peut-être un peu moins global, justement, alors que dans les années 2000 et 2010, il y a eu tout ce mouvement pour essayer, en quelque sorte, de réimbriquer le musée dans des récits qui n'étaient pas disponible pour un public occidental, alors que les trajectoires migratoires et l'histoire de l'immigration, que ce soit des Royaumes-Unis ou de la France, a toujours impliqué un brassage culturel et un métissage culturel qui étaient en acte, que les artistes pouvaient vivre, que même les commissaires d'exposition pouvaient vivre à leur échelle individuelle, mais qui ne se reflétaient pas toujours dans les collections et dans les programmes d'expo. Et donc, à l'époque, à la Tate, il y avait un research curator pour Moyen-Orient et Afrique du Nord, un pour Europe de l'Est, un pour Amérique latine, un autre pour l'Afrique. Donc, il y avait comme ça cette segmentation territoriale au niveau de ces chercheurs curators qui sont surtout censés voyager, en fait. Donc, ne pas rester à Londres au bureau, mais passer la moitié du temps au bureau et l'autre moitié du temps à voyager dans les territoires concernés. Évidemment, aussi parce qu'il y avait des capacités financières sur la place londonienne, encore une fois, je parle avant le Brexit, qu'il n'y avait pas forcément en France, qui fait qu'un enfant issu de l'immigration comme moi, de 2 parents iraniens qui se sont installés dans la banlieue parisienne dans les années 70, et qui a grandi donc avec des enfants algériens, maliens, marocains et aussi français bien sûr en banlieue parisienne, a pu finalement matérialiser aussi cette histoire migratoire qui se reflétait pas dans les musées et qui m'a pas été permis entre guillemets en France, ou en tout cas peut-être aussi parce que j'étais pas forcément le plus brillant du point de vue des diplômes. Je veux dire, j'ai pas fait ni l'école du Louvre, ni les grandes écoles. Je n'ai fait que l'université, entre guillemets, les sciences sociales. Après, j'ai fait un passage par l'école des hautes études en sciences sociales, qui m'a aussi amené à fréquenter l'INHA et à rencontrer des gens comme Zahia Rahmani, qui m'ont énormément inspiré. Donc ça, pour moi, ça s'est fait à travers cette opportunité de quitter la France, entre guillemets, pour l'Angleterre qui m'offrait cette opportunité, et à travers des rencontres individuelles. Donc je viens de citer Zahia Rahmani, je devrais citer aussi Catherine David, qui est une grande commissaire d'exposition française, peut-être une des premières à s'être intéressée aux mondes arabes
au pluriel, et notamment, en dehors aussi, dans une visée plus globale aussi, Catherine David était la curatrice de la Documenta 10 de 1997. Et cette Documenta de 1997 a annoncé pas mal de tournants, le tournant ethnographique, le tournant de l'archive, qui était vraiment très très prégnant dans la recherche, justement, qui a présidé à la Documenta 10. Si jamais vous avez accès au catalogue, c'est quelque chose de monumental et de très impressionnant d'un point de vue intellectuel. Des notions et des intellectuels et des chercheurs et des artistes qui ont été mobilisés dans le catalogue de la Documenta 10. Donc voilà, c'est sur la base de ces sources d'inspiration et de ces rencontres avec des figures qui sont devenues pour moi des figures tutélaires, qui m'ont accompagné parce que j'ai eu la chance de travailler avec elles, et que j'ai pu, donc notamment en 2014, participer à le groupe des commissaires qui ont fait une exposition sur l'art moderne et contemporain iranien, donc mon pays d'origine, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ça, c'était en 2014. C'était une exposition qui s'appelait Unedited History Iran 1960-2014. Et 10 ans plus tard, à travers mon parcours à la Tate et à travers d'autres institutions, où j'étais toujours vraiment, encore une fois, soit conseiller, soit chercheur à mi-temps. J'ai jamais vraiment travaillé à plein temps pendant plus de... Même à la Tate, où je suis resté pendant 4 ans et demi, 5 ans, j'étais à mi-temps. Donc j'avais aussi un statut assez particulier. J'étais fréquemment au bureau à Londres, mais pas tous les jours. Donc voilà, moi j'ai essayé de développer ensuite, à force de rencontres et de trouver des archives et de définir une pratique de recherche indépendante, mais qui veut justement ensuite se matérialiser dans des institutions d'échelles diverses. J'en suis arrivé à fonder cette plateforme qui s'appelle Zaman Books and Curating, qui essaye d'explorer, de revaloriser, d'exhumer et au final d'exposer et de publier les modernités arabes, africaines et asiatiques, avec bien sûr une ouverture sur l'art contemporain. Voilà. Alors peut-être, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent de ce que vous venez de décrire sur le dispositif de la Tate moderne, de ces research curators intégrés aux équipes même des musées ici en France. Mais du coup, est-ce que vous pouvez peut-être développer l'un et l'autre, et justement avec encore une fois ces deux points de vue depuis l'institution et quand on l'intègre, qu'est-ce que ça crée ces attelages entre une commissaire d'expo, une conservatrice et quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui arrive avec sa méthodologie, et peut-être là Morad, vous pouvez prendre l'exemple de la façon concrètement dont vous avez bâti Présence d'Arabes, et puis peut-être sur d'autres projets aussi de l'IMA. Concrètement, qu'est-ce que ça introduit comme nouvelle méthodologie au sein du musée ? Puisque si on part du principe que chaque expo est effectivement le fruit d'une recherche, pourquoi ce pas de côté permet en quoi ça modèle les expositions, le travail sur les collections, le travail, j'imagine, de publication aussi de toute façon, je pense que les musées occidentaux, ils se sont, jusqu'à la fin du XXe siècle, beaucoup auto-alimentés à partir de corpus historiques. Je ne dis pas que l'histoire de l'art occidental ne mérite pas de faire des recherches. La recherche, c'est un processus infini, et l'histoire de l'art occidental va continuer à se renouveler, j'espère, toujours plus au contact des territoires anciennement colonisés. Ou de ce qu'on appelait anciennement le tiers-monde et qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Mais c'est vrai aussi qu'on fait d'autant plus de recherches sur les choses qu'on ne connaît pas, ou comme vous dites, qu'on mobilise des chercheurs extérieurs pour élaborer et exhumer des corpus qui ne sont pas connus du tout par les gens qui travaillent dans le musée. Par exemple, le musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est vrai qu'avec Fabrice Ergotte, depuis 2014, il y a un dialogue, et que c'est aussi parce qu'il a été attentif à cette préoccupation, mais qui s'est aussi exprimé aussi à un moment de manière plus macro et de manière plus globale, c'est-à-dire qui a commencé plutôt par les pays anglo-saxons et qui ensuite est aussi arrivé en France. Le mouvement des études postcoloniales qui a permis justement de baliser des nouveaux territoires théoriques et épistémologiques et historiographiques, et qui font que les musées français, entre guillemets, au bout d'un moment, ont été bien obligés, sous menace de s'auto-provincialiser,
entre guillemets, de suivre ce mouvement de globalisation, pour le dire rapidement, et qui nécessite forcément plusieurs têtes chercheuses. Et avec une nouvelle génération de chercheurs qui s'est forgée et formée justement à la suite de l'émergence des études postcoloniales, des auteurs comme Gayatri Spivak, Edward Said, et énormément d'auteurs qu'on pourrait continuer à citer, jusqu'à Françoise Vergès aujourd'hui et d'autres. Okuyen Vezor, bien sûr, parmi les commissaires d'exposition. Donc, de toute façon, la recherche, elle est présente, elle est activée, elle est plus ou moins activée ou assumée ou mise en avant ou rendue possible, même si elle est toujours nécessaire. Donc je sais que par exemple aujourd'hui en France, même s'il n'y a pas forcément des chercheurs attachés, il y en a de plus en plus dans les musées, mais ça se diffuse beaucoup à travers des résidences et des bourses de recherche qui sont données par le Centre Pompidou depuis une dizaine d'années pour faire des recherches sur l'art moderne non occidentale. Pardon pour cette expression non occidentale, c'est pour synthétiser les choses. Ou par le CNAP. Le CNAP actuellement donne aussi des bourses de recherche dédiées au monde arabe et africain et asiatique qui permettent ensuite d'être intégrées dans le processus d'acquisition du Centre national des arts plastiques. Donc ça se fait par petites avancées, par des nouveaux dispositifs qui se mettent en place. Mais après, d'un point de vue purement méthodologique, honnêtement, c'est juste des questions de temporalité. C'est comment est-ce qu'on va marier ou conjuguer la temporalité plus institutionnelle et bureaucratique du musée qui a son programme d'expo, qui a son rush, ses deadlines, ses contraintes économiques, etc. et la recherche qui, effectivement, quand on exhume des nouveaux corpus ou des nouveaux territoires de pensée, prend le temps qu'il faut, entre guillemets, exhumer, traduire, transmettre, comprendre, mettre en perspective. Donc je pense que c'est vraiment plus une question de conjugaison, de temporalité, et ça se crée toujours en forçant la porte aussi un petit peu des institutions. Il y a une forme de lobbying un peu informel qui se crée à travers cette nouvelle génération de chercheurs qui interpellent aussi les institutions et qui comprennent qu'elles doivent s'ouvrir à cette nouvelle génération de chercheurs et à cette déconstruction globale, qu'elle soit féministe, décoloniale, écologique, et qui aujourd'hui, pour moi, n'est même plus de l'ordre de l'injonction, quoi. Je veux dire, c'est, encore une fois, je me souviens quand il y a eu quelques articles publiés sur l'exposition Présence arabe, je me souviens d'un article dans le Journal des Arts qui regrettait que dans notre exposition, les œuvres et l'histoire de l'art soient un petit peu dans l'ombre de la politique, et que soi-disant la politique et les questions postcoloniales ou décoloniales prennent le dessus sur les œuvres et sur l'histoire de l'art. Mais j'ai trouvé ça assez amusant parce que moi, évidemment, je ne le vois pas comme un jeu de schizophrénique entre l'art et la politique. Je crois tout simplement que c'est fini la vision dépolitisée de l'histoire de l'art, et qu'aujourd'hui on voit bien de toute façon qu'en dehors d'un questionnement politique, social, qui consiste justement à décloisonner des formes de ségrégation ou de racisme institutionnel envers des populations qui ne sont pas représentées dans des musées alors qu'elles vivent dans le pays depuis 130 ans, par exemple ce qu'on appelle les Arabes, eh bien, voilà, donc pour moi, de toute façon, c'est même plus, entre guillemets, un débat, quoi. Même si on peut en débattre ce soir, quoi. Vous êtes d'accord, Élodie, sur... Oui, en même temps, je me faisais la réflexion qu'effectivement, cette question, elle se pose aussi dans le cadre aussi de certains musées, en fait. C'est aussi des musées qui ont des collections extrêmement larges, donc qui doivent ou qui veulent porter un nouveau regard, ou alors justement ouvrir l'achat. Donc c'est quand même des gros musées qui ont des moyens de mettre en place ce genre de collaboration, qui ont les moyens de faire de l'achat, et je vais vous dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Et ensuite, j'ai écouté, et je sais, bon, voilà, moi j'ai des amis qui viennent de rentrer au Centre Pompidou aussi, parce qu'il y a aussi des considérations politiques qui se mettent en place, notamment avec l'émergence, et là je parle des territoires qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire qu'effectivement avec l'émergence des pays du Golfe qui sont rentrés dans des logiques aussi d'achat et de promotion qui n'existaient pas il y a 20-25 ans, et qui du coup ont bouleversé un peu tout ça, qui demandent en plus à avoir des partenariats. Je veux dire, donc aujourd'hui, il y a aussi le Pompidou qui va arriver en Arabie Saoudite ou autre. Ça forcément, ça oblige ces grosses institutions de poser la question sur ce qu'ils ont fait,
sur la réalité de leur collection et comment en fait ils peuvent rentrer aussi dans un nouveau réseau qui leur offre aussi des perspectives financières non négligeables. Je suis désolée, je ne veux pas vexer personne, mais c'est aussi moi, je trouve que c'est aussi une réalité. Et du coup, on parle quand même d'institutions bien particulières. Je pense que si vous allez voir le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique, même si on peut se poser la question de l'invisibilité des femmes dans les collections ou autres, qui sont quand même des réflexions qui se sont, on va dire, intégrées depuis beaucoup plus longtemps. Voilà, et qui mobilisent beaucoup plus les conservateurs qui connaissent eux-mêmes leur collection, mais du coup qui ne vont pas forcément, parce que c'est le sujet, aller chercher un réseau de chercheurs pour aller travailler au long cours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'aide ou des missions qui peuvent être mises en place si le musée est d'accord et si les conservateurs ont la capacité de le mettre en œuvre. Mais on est loin de rentrer dans un schéma aussi vertueux que l'on peut retrouver sur des grands musées qui, à rebours, peuvent se poser la question de l'orientation de leur collection ou de la dynamique d'acquisition et qui peuvent rentrer vraiment dans ces gros partenariats où on peut avoir l'exemple de Morad. Donc déjà que c'est rare en France, de par la structure du conservateur et autres, qui aussi a construit une sorte de professionnel de la culture et de la collection. Voilà. On peut se poser du coup aussi la question de ce contretemps dont tu témoignais tout à l'heure. Voilà. Et en même temps, effectivement, le fait qu'on a une question qui est aussi donc structurelle et en même temps, aujourd'hui, financière et de capacité réelle des musées en fait, à se projeter vers ces nouvelles recherches sans faire du butinage, et je dis pas, mais du coup sans décider même de porter eux-mêmes leur propre regard sur leur collection. Et donc, après, moi, je parle de façon extrêmement décentrée par rapport à ça, parce que, bon, du coup, nous, à l'Institut du monde arabe, le regard sur notre collection, bon, ben, non, du coup, on est déjà sur un territoire qui était peu traité. Et en même temps, du coup, je vais me faire un peu... J'ai gratté aussi ma propre institution. Tu connais bien l'histoire. On a été, donc, l'Institut du monde arabe s'est créé donc, dans les années 80 et notamment a fait ce qui était unique à l'époque, beaucoup d'acquisitions, parce que c'était possible, notamment en art moderne et en art contemporain, mais beaucoup en art moderne. Et donc cette institution s'est retrouvée, on va dire, à partir de 96-98, à la tête d'une collection ultra importante en art moderne, complètement invisibilisée. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, moi, là où mon département, les expositions, développe aujourd'hui les expositions temporaires de l'Institut du monde arabe, ben, c'était en fait les collections permanentes qui étaient dédiées à l'art moderne et l'art contemporain arabe. Voilà. Je vous dis juste qu'en fait, aujourd'hui, nous, par exemple, on refait le musée. C'est-à-dire que nous, c'est pas qu'on ne s'est pas désintéressé du sujet, c'est qu'en fait, on n'avait pas le public. Et en gros, il a fallu trouver d'autres ressorts, et les ressorts sont partis sur en fait, des expositions temporaires qui ont en fait décroché une collection d'art moderne contemporaine qui était pourtant unique en Europe. Alors maintenant, on est moins unique, puisqu'il y a des collections privées, et puis en plus, il y a effectivement les pays du Golfe qui ont beaucoup travaillé, et aujourd'hui, des grands musées nationaux qui commencent justement aussi à revoir ces territoires qui avaient été un peu abandonnés. Mais nous, en fait, et vraiment, c'est... En fait, on les a un peu invisibilisés, tout simplement parce que on n'arrivait pas à trouver le public, on n'arrivait pas à raconter cette histoire. Et en fait, on est rentré tout simplement dans, et là on va peut-être déborder sur le musée de société, même si nous ne sommes pas un musée de société, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que notre musée avait vocation aussi à introduire tout simplement des questions simples qu'on se posait sur l'identité même de notre institution. Qu'est-ce que c'est que le monde arabe ? D'ailleurs, est-ce qu'il existe ? Donc, on en a parlé, nous on le met maintenant au pluriel. On ne va pas changer le nom de l'institution, mais maintenant on parle régulièrement des mondes arabes. Et donc en fait, on a dû repenser tout le projet de base en fait pour répondre, on va dire,
à finalement ce qu'on juge, la mission en fait qui s'était un peu imposée en voyant effectivement les questions du public récurrentes et autres. Et là en fait on est rentré nous dans un choix qui a effectivement décroché toute une partie de l'histoire de l'art qui pourtant nous a placés à la pointe. Voilà. Entre-temps, le département du Louvre a ouvert un département des arts de l'islam. Nous, ça nous a... Donc, en fait, en gros, ça nous a obligés à nous déplacer. C'est-à-dire qu'en voyez, nous, en fait, on est un peu sur un territoire qui, petit à petit, en fait, et tant mieux, parce que surtout que ça ne reste pas l'Institut du monde arabe. On se félicite qu'il y ait des projets au MAM, que voilà, il y ait des rétrospectives de Mona Hatoun ou autre à Pompidou, mais allez, très bien, au contraire. Mais du coup, nous, on est obligés, du coup, à chaque fois, de se repositionner, se réinventer un peu, ou alors voilà, d'essayer de voir ce qui pourrait répondre à des attentes qui pourraient arriver. Et alors moi, là, je déborde un peu, mais parce que j'aimais bien l'intérêt sur la question des musées de société, parce que nous, on se pose beaucoup la question, puisqu'à chaque fois, on refait un peu notre programme. Là, on est en train de le refaire en plus. Et c'est vrai qu'on a tendance à un peu étiqueter en mode... musée de société, et en fait moi quand je vois en fait je ne sais pas si c'est un accrochage qui fait un musée de société ou plutôt les actions qu'on arrive à y monter parce que on a fait plusieurs typologies de musées et nous en fait ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait on a un département qui est exceptionnel et là on sort de et d'ailleurs qui travaille souvent avec des chercheurs parce qu'ils sont vraiment dans l'interdisciplinarité. Et c'est le département des actions et médiation. Et en fait, ils font dans le musée, en fait, ils font des actions bien spécifiques où ils invitent le public, et avec différents publics, à repenser la collection, à travailler sur les œuvres, à travailler même sur des métiers. Et donc, en fait, finalement, c'est des actions qu'on mène dans une collection qui permettent de faire société et qui vont même aller plus loin parce que, par exemple, on fait ça avec la PJJ. Donc c'est la police judiciaire pour la jeunesse. Voilà. On mène ça du coup après avec des jeunes adultes sous main de justice, quoi. Donc petit à petit, en fait, en créant des programmes qui étaient pourtant à l'origine développés pour le grand public, en fait, on arrive à voir des choses qui fonctionnent et qu'on déploie en fait aussi sur un autre programme qui est beaucoup plus large et qui, à mon avis, fait aussi société, du coup. Donc moi, je pense que c'est très important que les musées regardent leur collection, qu'ils rentrent dans un discours avec une démarche scientifique, ça c'est une réalité. Et après, il y a le problème de la passation, en fait. Et on ne peut pas rester juste à se dire, voilà, on a revu la collection, on a revu les terminologies, d'ailleurs on en parlera parce que nous c'est une vraie question, et on se rend compte que selon les publics, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et donc en fait, c'est même la question de la médiation, et finalement, ce moment-là où des recherches qui peuvent être même sociaux ou autres, rencontrent en fait l'objet musée par le biais en fait, des médiateurs et des programmes éducatifs dans le musée, en fait, qui sont aussi des portes qui devraient et qui doivent en fait être aussi incorporées à cette réflexion de rentrer la société, les recherches actuelles en fait, au-delà de l'accrochage, au-delà de l'exposition, dans même l'action qui est menée dans les musées. Voilà, je vous en parle parce que vraiment, moi je suis ébahie à chaque fois qu'on a les bilans. Et en fait, c'est pareil, c'est des zones qui sont complètement invisibilisées. Et pourtant, en fait, c'est là où, où se crée un vrai enjeu, quoi. Donc c'est vraiment le moment où le projet passe, en fait, à différents publics et comment il s'articule. Et effectivement, bon là, du coup, vous n'avez pas la bonne personne. Voilà, il faudra inviter Iman Mostefai. Tout le travail qui est fait aussi avec des jeunes chercheurs, puisqu'elle est en train de mettre en place un programme, où notamment des jeunes chercheurs vont être mandatés pour créer en fait ces ateliers de médiation avec les différents publics et leurs propres spécificités pour en fait participer aussi à ce renouveau du rapport avec le musée en tant que tel et la collection qu'elle abrite. Voilà.
Oui, tout ça participe. Enfin, là, ça excède un peu le cadre à proprement parler de la recherche, mais cette idée de faire appel comme ça à toute une série d'experts dans différents domaines, et y compris le champ social, participe évidemment de l'ouverture. Et à faire faire. C'est surtout à faire faire. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas avoir des rendez-vous pour monter des programmes. C'est également, en fait, impliquer. Donc, ça nécessite aussi du temps. Et une mobilisation qui est aussi autre. Mais il y a une vraie clé, en tout cas nous, dans notre institution, en fait, c'est devenu un enjeu, en fait, même majeur, en fait, aujourd'hui. Est-ce que, et peut-être si on prend le cas de Présence Arabe, mais peut-être d'autres projets aussi, la participation du coup, quand on est donc, chercheur associé ou commissaire associé à une exposition dans une institution, ce travail, j'imagine qu'il ne se limite pas qu'à l'élaboration de l'exposition en elle-même, mais du coup, il y a tous les à côté, y compris la production de cartels, la production de textes, la production d'une publication. Ça, c'est quand même une partie fondamentale, évidemment, de tout l'appareillage, quoi, Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus et du coup, on peut aussi, peut-être, si vous êtes d'accord, et je crois, Elodie, que vous l'avez vu, cette expo s'arrêtait aussi sur l'expo Dakar Djibouti. Est-ce que l'association, la collaboration avec ces chercheurs extérieurs au musée produit de différents aussi dans l'exposition, dans la muséographie elle-même, dans la production de cartels, etc. Le musée, c'est une infrastructure, on va dire, mais c'est une infrastructure qui n'est pas qu'un bâtiment et des œuvres dans un storage ou dans une réserve, c'est aussi une infrastructure de discours, quoi, effectivement. Donc les cartels, les textes, l'appareillage textuel et théorique du musée, ça fait partie de l'infrastructure qui peut avoir plus ou moins du mal à s'émanciper quelque part de ses propres carcans ou de ses propres catégories ou de ses propres nomenclatures qui sont souvent excluantes, réductrices, qui permettent pas forcément de représenter tout le monde à sa juste valeur, ou parfois même qui ne reflètent même pas le spectre identitaire des artistes. Je pense du coup à un artiste français comme Jean-Michel Atlan, puisqu'il a aussi été montré dans des expositions de Lima sur les thématiques de juifs et musulmans, etc. Et que nous, du coup, on avait à cœur de remontrer dans Présence Arabe pour rappeler que c'était aussi un artiste algérien, qu'il a été un militant anticolonial, qu'il avait d'ailleurs une sœur qui était aussi artiste, etc. Donc, c'est vrai que de toute façon, voilà, mettre le nom d'un artiste sur un cartel en croyant peut-être qu'on peut juste le décrire comme français et en fait, on se rend compte, c'est ce qu'on a essayé de faire dans Présence Arabe, de refléter tout le spectre identitaire de chaque artiste dans le cartel. Donc, c'est des choses très simples. C'est aussi l'endroit où il est né, l'endroit où il est mort, mais c'est aussi ce qui s'est passé un petit peu entre sa naissance et sa mort. Donc, on a essayé de reformuler un petit peu ce type d'infrastructure discursive. Après, le musée, il reflète la société, mais la question, c'est plutôt comment la société peut influencer le musée. Donc, comment on peut former finalement presque des groupes de pression pour amener le musée à faire évoluer ses discours et ses manières de faire. Et ça, c'est vrai que là-dessus, la France, elle est un petit peu en retard, parce que on peut penser à des exemples, par exemple en Allemagne, je me souviens de Clémentine Delis, qui est une grande théoricienne justement de la question ethnographique et post-ethnographique, et qui est surtout une grande curatrice de l'art contemporain africain, qui avait réussi justement à transformer un musée ethnographique en un musée expérimental où les objets sortaient des réserves pour pouvoir être touchés et appréciés ou ressentis par les gens sur rendez-vous, et aussi par rapport à des communautés locales des populations immigrées en Allemagne. Excusez-moi, j'ai oublié le nom du musée et la ville, mais en question, en tout cas où elle était à sa tête pendant plusieurs années.
Donc ça, c'est le type d'expérimentation qui est un petit peu plus difficile peut-être à mettre en place vu de France, où il y a effectivement toute une centralisation, une professionnalisation avec les métiers de conservateurs territoriaux, une sorte de hiérarchisation du métier, une structuration comme ça à laquelle moi justement j'ai totalement échappé. Encore une fois, j'ai passé aucun concours, j'ai même pas fait d'études curatoriales parce qu'il y a encore 10-15 ans, il n'y avait pas vraiment de master d'études curatoriales. Maintenant, c'est super, il y en a plusieurs en France et ailleurs, donc il y a vraiment toute une nouvelle génération de curateurs, chercheurs, curateurs. Et puis après, donc aussi ce décloisonnement, puisque déjà d'un côté le musée et le champ académique ne se regardaient pas tellement jusqu'à récemment, hein. Il y avait une histoire de l'art produite dans les universités et une histoire de l'art produite dans les musées. Bon, aujourd'hui, heureusement, je crois que c'est quand même un peu plus fluide et un peu plus en dialogue, mais sauf que maintenant, on doit aussi prendre acte que la recherche ne se fait pas que à l'université. Et que la recherche, elle se fait de manière indépendante. Il y a des artistes qui font de la recherche. Donc, comment on peut même réinvestir les recherches produites par des artistes qui se veulent à l'arrivée des œuvres, mais qui sont en même temps des corpus de recherche qui deviennent des œuvres. Et là-dessus, je crois que de toute façon, on a encore effectivement beaucoup de progrès à faire pour permettre ces circulations et ces différents visages de la recherche de se produire. Et encore une fois aussi, parfois même au cœur de la société civile, c'est-à-dire tout simplement les populations immigrées qui ont un rapport avec ces objets qui sont conservés dans les musées, qui peuvent en parler, qui peuvent les ressentir d'une manière totalement subjective et donc pas du tout académique, mais qui va produire des récits, des expériences qui vont ensuite donner lieu à un savoir finalement. Et donc comment est-ce qu'on peut produire ça, comment est-ce qu'on peut favoriser ça? J'ai pas du tout la prétention d'avoir des solutions, mais c'est sûr qu'on voit les blocages ou les conversations qui ne se font pas et comment on pourrait essayer de les favoriser. Je crois que malgré tout, c'est quand même un mouvement qui est en route. Mais bon, quand vous voyez que le livre d'Edward Said sur l'orientalisme, il a été publié en 1979, et que l'exposition Présence arabe, où la France essaye de effectivement accepter qu'une histoire de l'art, même française, doit se faire avec les populations arabes immigrées, à cause de la densité et de l'immensité des expériences dites et des trajectoires dites arabes en France et à Paris au XXe siècle. On avait 130 artistes dans l'exposition, mais on aurait pu faire une expo avec 800 artistes si elle avait, enfin voilà, très facilement, quoi, je veux dire. Donc c'est des processus en marche, je crois, qu'il faut continuer à encourager. Il faut continuer à bousculer un petit peu ces codifications et ces infrastructures. Alors, en marche, et en même temps, on voit bien justement que de l'autre côté, ça le fameux retour de bâton des esprits conservateurs, ouais. Ouais. Parlons-en. Non, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que par rapport à la question palestinienne, il y a matière à être assez inquiet par rapport à une chape de plomb comme ça de censure qui s'abat sur la possibilité d'exprimer sa solidarité avec la cause palestinienne sans être taxé de islamo-gauchiste ou antisémite ou que sais-je. C'est des questions qui sont évidemment très sensibles, très brûlantes, mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir en parler non plus calmement, quoi, je veux dire. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu triste de voir qu'en France, on essaye de faire passer des projets de loi pour condamner l'antisémitisme à l'université et continuer à cultiver cette espèce d'exceptionnalité de l'antisémitisme par rapport au racisme, toujours dire le racisme et l'antisémitisme, alors que finalement on est tous des sémites, hein, et on peut tous aussi se reconnaître à travers des cultures orientales qui font partie de l'histoire de l'Europe. Hein, des cultures orientales qui sont ancrées en Europe depuis l'Alhambra de Grenade et bien sûr même avant. Le christianisme doit beaucoup aux Syriens quand même. Exactement. Là, en ce moment, il y a le livre manifeste de Sophie Bessis qui dénonce l'imposture de l'expression civilisation judéo-chrétienne, hein, donc, qui a énormément de résonance actuellement et qui est extrêmement important aussi pour comprendre la place que peuvent avoir aussi les discours, par exemple, de tout un tas d'activistes ou de curateurs ou d'artistes juifs antisionistes auxquels on ne donne pas forcément assez la parole, par exemple.
et qu'on continue à vouloir catégoriser des populations en fonction de leur religion, etc. Donc oui, moi je trouve que effectivement aujourd'hui en France il y a matière à s'inquiéter et que évidemment on pourrait se dire qu'aux États-Unis c'est encore pire, mais comme souvent c'est un petit peu ce qui se passe là-bas, ça vient se refléter quelques années après ici. Bon là c'est un peu plus simultané. Mais là, oui, il y a matière à s'inquiéter, bien sûr. Donc oui, par rapport à ce que je disais avant, c'était effectivement pas non plus pour dire que cette déconstruction, elle est partout en marche et qu'elle est totalement fluide. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup d'esprits conservateurs, contre-révolutionnaires. Et heureusement qu'il y a des gens, je disais, comme Sophie Bessis ou d'autres, qui sont là pour remettre les points sur les i par rapport à ces impostures catégorielles, identitaires, ces replis identitaires auxquels on est constamment encouragé, enjoint, contre l'idée du métissage, contre l'idée des transferts culturels, encore une fois, qui datent de la nuit des temps et qui ne font que se renouveler et perdurer. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit bien que quand ces contre-récits s'exposent, littéralement, quand ils entrent au musée, on voit bien qu'ils sont d'autant plus faciles à cibler et que ce passage par le musée, en fait, et si on prend ce qui s'est passé l'an dernier autour de l'exposition qui était face à la tienne, à présence d'Arabes, de l'autre côté au Palais de Tokyo, Place Disquayette, qui a fait l'objet d'une campagne hyper virulente de la part notamment d'une mécène du Palais de Tokyo. Enfin, cette visibilité-là, qui passe par le fait que ça soit une exposition est un espace oui, très, très exposé, très visible, médiatisé, ça crée encore une charge supplémentaire, quoi, Oui, dans l'exposition, il y avait un chapitre sur la cause palestinienne et les solidarités avec la Palestine dans le milieu artistique français depuis les années 70, par exemple au Salon de la Jeune Peinture, etc. Et les gens étaient... Donc nous, l'exposition, on l'avait conçue depuis 4 ans, donc ensuite, le 7 octobre a eu lieu et l'exposition est arrivée un peu après. Et beaucoup de gens étaient étonnés. Il y a beaucoup de gens du public qui me disaient « Mais on est étonnés que vous ayez réussi à parler de la Palestine dans un chapitre de l'expo, vu la période. » Donc ça, c'est quand même assez... Moi, je disais « Mais non, évidemment, le directeur du musée d'art moderne ne va pas se laisser déstabiliser par une pseudo... influence médiatique ou des discours d'extrême droite ou des discours extrémistes ou obscurantistes qu'on peut entendre sur certaines chaînes de télé. Je dis pas que ça n'a pas d'effet dans la société, bien sûr que ça en a, mais heureusement que les directeurs d'institutions, en tout cas en France aujourd'hui, ont aussi la possibilité de tenir bon face à ces discours et face à ces... Même si l'exposition n'a pas été du tout chroniquée dans la presse nationale, je pense qu'une exposition avec le mot arabe et décolonisation, apparemment, c'était pas assez valide pour avoir un article dans Le Monde ou dans des journaux nationaux. Et on a eu beaucoup plus de médias jeunes, réseaux sociaux, Internet, TikTok, Instagram, énorme. Le public était très jeune pour une exposition sur le XXe siècle. Très très jeune, évidemment beaucoup de populations issues de l'immigration. Voilà, pardon, je ne veux pas perdre le fil. Alors nous, c'est vrai que ce qui s'est passé au Palais de Tokyo, ça nous a vraiment assez intéressés, parce que nous, pour le coup, on venait de fermer une exposition qui s'appelait « Ce que la Palestine apporte au monde », donc qui avait ouvert du coup en mai 2023, voilà, qui du coup était déjà ouvert avant les massacres du 7 octobre. Et nous, je crois qu'on était perdus pour la cause, en fait. Donc, personne n'est venu nous taxer de quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si c'est vrai que nous, comme on est l'Institut du monde arabe, du coup, l'autocensure sur la Palestine, ça se pose pas vraiment, quoi. Donc, on a maintenu l'exposition, on l'a même prolongée. Voilà, je pense que le public a apprécié. Et après, en plus, nous, on accueille en plus des artistes qui viennent des projets Pause et Sawa Sawa, qui sont des super projets qui aujourd'hui vont complètement, qui sont vraiment mis en danger à cause des demandes de coupes budgétaires.
Donc c'est quand même des projets qui sont exceptionnels parce qu'on parle justement aussi de collaboration. Ça peut-être, vous pouvez en dire un mot quand même sur ces... Alors en fait le projet PAUSE, donc P-A-U-S-E et Sawa Sawa. Donc en fait PAUSE c'est plus large que Sawa Sawa, mais c'est le même cadre en fait. Donc c'est des programmes qui sont financés par l'AFD en soutien avec le ministère de la Culture, donc c'est le ministère des Affaires étrangères et avec le ministère de la Culture au ministère de la Recherche, qui permettent en fait à des artistes, mais également des chercheurs ou encore des professionnels ou des intellectuels qui ne peuvent plus travailler dans leur pays à cause de la guerre, de bénéficier en tout cas de bourses dans lesquelles ils viennent en France, ils sont intégrés donc dans les universités ou dans les centres de recherche ou dans les hôpitaux, si c'est la recherche pour le cancer par exemple, et qui bénéficient effectivement de ce soutien-là pour mener à bien et leur recherche et continuer en tout cas à travailler dans un cadre bien spécifique. Et c'est des programmes qui sont sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà. Et après, qui vise effectivement à avoir une intégration concrète avec le réseau professionnel français et de recherche. Et voilà, donc nous, on est forcément, vous pensez bien, extrêmement imbriqués dans le cadre de ces projets, dans le cadre de la recherche en général, puisque l'Institut du monde arabe n'est pas qu'un musée. Voilà. Et bien sûr, tout particulièrement dans le cadre des artistes et des chercheurs. Voilà, en sociaux et en histoire de l'art ou autres. Donc du coup, effectivement, on continue à travailler avec eux. Donc on a continué tout ce programme. Et en fait, l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire, on l'a pensé pour parler de l'archéologie parce que nous, le constat, ça a été en fait qu'il y a une incapacité de penser une histoire en fait sur ce territoire. Donc on est complètement balayé par la tragédie contemporaine et il est juste impossible même de reconnaître qu'on est dans une zone qui a connu des millénaires d'histoire et que, bon, comme en fait, c'est tout simplement quand même juste à côté de la Mésopotamie, de l'Égypte, naturellement, il y a des grandes civilisations qui se sont développées, c'est assez normal, mais non, il y a un couloir qui est oublié, donc on est parlé de ça, et en fait, on a décidé de construire l'exposition sur la question de l'histoire des pièces. Les pièces qui sont présentées, c'est des pièces qui sont bloquées en France, pour certaines depuis 20 ans, et à Genève depuis 17 pour d'autres. Et on a fait appel à des designers qui sont de Bethléem, Elias et Youssef Anastase, qui ont notamment gagné le prix du design de Lima, donc c'était important d'avoir cette question-là. Et donc toute la deuxième partie de l'exposition est vraiment sur roulette. Vous allez voir, en fait, on est sur des trollers, donc, puisque c'est des œuvres qui dorment dans des caisses dans un port franc. Donc l'idée, c'était de garder sur cette impossibilité d'être exposé, voilà, et de cette mobilité forcée, de cet exil, et le fait d'être déraciné. Et donc toute une partie de l'exposition, en fait, roule. Et donc elle permet, en fait, tout simplement de faire des grandes agoras dans lesquelles on va inviter des chercheurs, des géographes, des historiens, des artistes, pour mener en fait des tables rondes interdisciplinaires pour réfléchir effectivement aux questions du patrimoine en temps de guerre, de la cartographie des dommages, de l'implication de l'effacement des mémoires, de comment en fait même reconstruire, gérer les débris. Donc toutes ces choses-là qui vont se rejoindre. Et encore, pour revenir un peu au sujet, c'est une façon dans l'exposition, même si on parle d'archéologie et qu'on a des chercheurs du coup, des archéologues, c'est aussi se servir de ce pied dans la porte pour réactionner en fait des programmes qui nous sont chers et faire rentrer et la recherche et la collaboration scientifique et la collaboration internationale au sein même de cette exposition qui pourtant ne pourrait pas y faire penser. Voilà. Donc, c'était pour vous dire qu'il y a 1001 façons en fait, de co-construire des récits. Il y a des 1001 façons de faire entrer la recherche dans les musées, voilà, de façon temporaire ou beaucoup plus large, qui travaillent sur du concret, sur des collections ou sur des redéfinitions aussi, hein, pour aborder et regarder, mais également pour proposer des programmes directement au niveau du public. Voilà. Et pour les cartels, je crois que Mourad a raison. Quand on travaille sur les mondes arabes, on fait des cartels très longs, parce qu'on ne fait pas les cartels de musée que vous pouvez rencontrer partout, parce qu'effectivement, il est important de présenter des personnes, des artistes,
mais aussi de recontextualiser leur travail, et souvent des progressions dans des cadres, et c'est malheureux, souvent d'expositions collectives, et donc du coup qui permettent pas forcément, à part pour des très grands artistes, qui permettent d'avoir une comme ça, on rentre dans leur histoire, la question de la collection permanente ou des certaines expositions qui sont montées, et c'est vraiment fantastique d'avoir fait ça, et néanmoins tout le temps sur la question du collectif, et donc nécessite pour que le public se rende compte justement de ce qui lui est proposé, en fait, d'aller bien loin des 150 signes que vous pouvez retrouver dans un musée normal, et en essayant au maximum d'intégrer effectivement tout le discours qui va avec au niveau des terminologies. Et c'est pas toujours facile parce que on a des publics multiples. On pourra parler de la rédaction des cartels un jour. Et effectivement, des publics ne peuvent, quand on veut pas dire Proche-Orient, voilà, c'est déjà compliqué de trouver le bon terme. Et après, surtout que le public comprenne de quoi vous parlez. Voilà, donc ça c'est toutes les. Alors, il y a eu un colloque ici, je vois qu'il y a Andressen dans la salle, donc on va pas ouvrir trop largement cette question des cartels, même si elle est évidemment passionnante. Morad, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on peut aussi peut-être... Il y a la question du numérique qui permet, permet de créer des dispositifs pédagogiques alternatifs. Par exemple, une carte numérique de la ville de Paris sur laquelle on peut cliquer sur les lieux de formation, les lieux de rencontre, les lieux d'exposition où les artistes issus des mondes arabes ont transité, ont pu se développer à Paris au XXe siècle. Donc, et là, par exemple, en collaboration avec le service numérique de Paris Musée. Là, par exemple, cette carte numérique, maintenant, il faut que je convainc, là je parle en théorie, il faut que je convainc Paris Musée qu'on va continuer ce travail, que cette carte numérique ne reste pas dans les abîmes ou dans les tiroirs, et que c'est un work in progress, qu'il y a d'autres chercheurs. D'ailleurs, on devrait en parler. Voilà, on devrait sans doute en parler. On devrait en parler ensemble de cette carte, qui était exceptionnelle. Du coup, voilà, juste petite incursion pour dire qu'évidemment, en dehors de la manière de formuler les choses, il y a aussi la question du numérique qui peut nous aider à créer d'autres formes de dispositifs que juste des cartels ou des textes de salle, etc. Et puis oui, non, mais parfois les musées sont prisonniers de leur propre collection et par ailleurs, en étant prisonniers de leur collection, ils ont du mal à accueillir ce qu'on pourrait appeler effectivement les collections ou les musées en exil. Donc effectivement, il faut rendre crédit à l'Institut du monde arabe, lui, de s'être rendu capable d'héberger une collection en exil d'art palestinien, où on pourrait aussi parler justement de l'exposition qui avait lieu au Palais de Tokyo, Passe Disquiet de Christine Khouli et Racha Salti, qui sont aussi deux personnes qui m'ont énormément inspiré, je dois dire, depuis mes premières années à la Tate, et qui est une exposition sans œuvre, qui est une exposition uniquement avec des documents. Donc c'est un parti pris à la limite un peu extrême, justement de exposer la recherche, aller jusqu'au point de faire une exposition sans œuvre, qu'avec des documents et qu'avec des documents reproduits, pas de document original. Évidemment, c'est un exemple, encore une fois, un petit peu extrême de exposer la recherche. Ça peut se débattre. Hein. Moi, je pourrais tout à fait entendre aussi que ça a ses limites, entre guillemets, une exposition sans œuvre. Mais en l'occurrence, oui, c'est aussi toute la question de comment les musées sont esclaves ou pas de leur propre collection et comment ça leur permet d'accueillir, d'héberger, de comprendre d'autres corpus qui peuvent être matériels ou immatériels, quoi. Voilà. Du coup, je rebondis parce qu'en exposant la recherche, on a évoqué l'exposition Dakar Djibouti. Ah oui. Pour le coup, moi, en plus, je l'ai vue. Et c'est vrai, dans le cadre d'un musée qui est un peu contraint par ses propres collections, le Quai Branly porte une histoire assez particulière. Et là, pour le coup, l'exposition expose la recherche et du coup questionne énormément, effectivement, donc du coup, la collection elle-même. Alors c'est une exposition qui est avec beaucoup d'œuvres, voilà, mais qui, moi, j'ai trouvé ultra intéressante la façon dont justement elle expose la recherche. Il faut prendre son temps parce que du coup c'est beaucoup de textes. Voilà, il y a aussi beaucoup d'archives et voilà, la construction de l'exposition s'est fait finalement sur les manquements de la contre-enquête. C'est-à-dire que, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont partis de tout ce qu'ils n'ont pas réussi
à trouver, en fait, pour construire et pour arriver jusqu'à... Donc on arrive à la fin, finalement, à ce qu'ils ont réussi à lever comme doute, comme drame aussi. Mais ils sont vraiment partis justement sur cette incapacité également, aujourd'hui, même dans la contre-enquête, à lever les doutes, les voiles et les problématiques de l'acquisition dans le cadre de cette... Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant. C'est de la façon dont ils montrent comment un projet scientifique peut avoir sa propre publicité et finalement se développer à l'antithèse totale de ce qui avait mobilisé même le cadre de financement et autres. Donc cette critique même de ce cadre de publicité pour aussi lever de l'argent dans le cadre de la recherche, voilà, et qui aboutissent à la fin à tout simplement le contre-pied total de ce qui avait été les moyens mis en œuvre pour construire cette collection. Donc c'est vraiment, voilà, 31-33, c'est 3000 œuvres, voilà. C'est des aberrations dans le parcours pour essayer de comprendre pourquoi. C'est le témoignage aussi d'un homme exceptionnel avec l'Afrique fantôme qui en fait va dire la vérité et qui va permettre en fait aussi après à enclencher ce travail de mémoire sur l'acquisition de ces œuvres. Et voilà, moi je trouve que c'est une exposition qui est assez intéressante, qui ne règle pas les problèmes du Quai Branly, hein, mais qui est assez intéressante parce que elle expose le regard de la recherche aujourd'hui sur la recherche d'hier, voilà, et en même temps ses propres manquements aujourd'hui dans le cadre voilà, des moyens de la collecte, quoi. Et donc je trouve ça très intéressant quand on sait qu'en plus la collecte continue dans les musées contemporains, notamment le MUCEM a des grands projets de collecte qui se font bien sûr, je vous rassure, plus du tout dans le même cadre que dans les années 70, mais du coup qui nécessite aussi comment en fait on documente la recherche actuelle pour servir peut-être justement ces contre-enquêtes de demain, puisque on ne sait pas les écueils que l'on peut commettre aujourd'hui pour demain. Voilà. C'était la... Peut-être si vous souhaitez discuter, réagir, commenter, on se prend un petit... Bonjour, merci. On a parlé beaucoup des documents, des cartographies, mais il y a aussi les catalogues des expositions temporaires qui font archives une fois qu'elles ne sont plus visibles. Je crois qu'il n'y a pas de catalogue pour Gaza. Ou est-ce que c'est prévu? C'est en cours. Mais en 4 mois et demi, on a déjà sorti l'exposition, donc, mais nous sommes tout à fait d'accord. Mais par contre, nous vous offrons le poster de toutes les... on a fait le relevé de toutes les œuvres qui sont présentées. Voilà, et on offre un poster aux visiteurs pour repartir avec les traces de Gaza. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque aussi? Enfin voilà, le but c'est aussi de pouvoir partager, voilà, pas que interroger nos intervenants. Merci à tous les trois. Non, c'est même pas une question, c'est peut-être un titre déclassifier les objets. Parce que si on déclassifie des archives, je pense au musée du Quai Branly, qui n'est pas le plus ouvert qui soit. Il fait des progrès, mais c'est lent, c'est compliqué. Voilà, c'est d'avoir une biographie d'un objet, c'est très compliqué. Donc ça pourrait être voilà, suggestion. En tout cas, c'est une belle idée, la biographie des objets. Considérer que les objets ont une vie et que dans la vie des objets ou des artefacts, il y a aussi des phénomènes de captation, de vol, de recel, de démantèlement culturel. Donc ça, c'est intéressant, ouais, la biographie d'objets. Si elle a cet aspect. Ouais. Documenter, c'est sauver. Mais c'est vrai que le musée du Quai Branly, peu ou prou, a peut-être un peu de mal à faire son choix entre un musée post-ethnographique et un musée d'art contemporain qui dit adieu aux relents coloniaux de l'ethnographie. Donc c'est très bien que cette exposition Dakar-Djibouti fasse encore un pas en avant par rapport à ça et assume effectivement cette dimension critique. Je pense que l'anthropologie, de manière générale, a quand même accepté qu'elle était une discipline
née du colonialisme et qu'en tant que discipline née du colonialisme, il y avait tout un travail à faire qui a été fait par ce qu'on appelle l'anthropologie critique, l'anthropologie postmoderne, etc., qui a été plus féconde en dehors de France qu'en France. Mais en France, il y en a aussi bien sûr des représentants. Mais bon, c'est parce que la France, c'est un héritage qui est lourd, quoi. C'est les Lumières, c'est toute cette blanchité aussi, ce savoir blanc entre guillemets, qui a du mal à accepter d'autres couleurs. Mais bon, c'est bien là le Dakar Djibouti comme ça, contre-enquête. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le penser. Ouais. Peut-être moi j'avais non. Oui, merci à tous les trois. Je me demandais si on parle de recherche et de musée, s'il n'y a pas cette piste qui est de dépatrimonialiser certains objets pour les rendre justement objets d'étude et qui soient donc beaucoup plus accessibles, manipulables et par les chercheurs, mais aussi par le public et les membres des communautés que ces objets concernent. Et voilà, et ça fait partie, à mon avis, aussi de tout ce mouvement qu'on appelle la conservation inclusive, qui peut être aussi appliqué beaucoup plus largement que dans le seul champ des musées ethnographiques. Je pense que vraiment, on a énormément à penser. Et je pense que le Canada est vraiment dans une position très déconstruite et dont on a beaucoup à apprendre, quoi. Alors, nous, la nouvelle directrice du musée et des expositions de l'Institut du Monde Arabe, alors nouvelle, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est là, vient du musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc c'est elle qui a mis en place aussi tout ce qui est le cas des neurosciences dans les musées, également avec le CARE et autres. Donc on parle beaucoup de ce genre justement de décloisonnement et de mise à disposition, en tout cas dans un cadre bien encadré, parce que les conservateurs, c'est pas tout à fait le même. Mais effectivement, c'est des choses résistances, c'est ça que ouais, la manipulation, ça devient vraiment très très compliqué. À partir du moment où on est vraiment dans le cadre de la manipulation, on rentre dans un cadre encore un peu plus difficile à mettre en œuvre. Mais l'idée, effectivement, qu'il y ait des espaces dans lesquels il y a une certaine sécurisation qui permet de la sortie d'œuvre pour avoir un rapport direct en petits groupes et travailler autour de l'œuvre, aussi bien parce qu'on va apprendre ce que c'est qu'un dessin, en fait, quoi, ce qui fait partie d'ailleurs de la documentation. Je veux dire, déjà, dessiner une pièce archéologique qui potentiellement va être détruite, quoi. Là, on en est en plein dans Gaza, vous voyez ce que je veux dire. Bah, forcément, c'est sauver une trace. Donc, il y a toute cette réflexion qui est en train qui se met en place, et pas que chez nous, en tout cas. C'est sûr que c'est un chemin long, mais qui commence à percer, on va dire, dans certains musées. Dépatrimonialiser et parler de matrimoine peut nous faire aller dans le bon sens. Moi, j'avais une question en entendant Morad sur la question. On parlait de l'archive, on parlait de l'édition, et je me suis demandé si justement ce processus de mise en exposition de ta recherche au long cours avait créé de l'archive ou pas? Ou est-ce que tu l'avais pensé aussi en tant qu'archive Nous, on aimerait bien, avec Zaman Books and Curating, devenir un centre de ressources. Donc, on aimerait bien... J'aime bien aussi le modèle de Aware pour l'histoire de l'art des femmes. Je pense qu'elles ont fait quand même un travail remarquable au fur et à mesure des années. Encore une fois, je dirais de lobbying, quoi, de... L'histoire de l'art est politique, donc on doit aussi penser collectivement comment penser groupé et agir groupé. Donc Aware, c'est un modèle intéressant pour nous. Zaman Books and Curating, on aimerait bien pouvoir se développer aussi. On une collaboration d'ailleurs avec le Louvre là. Oui, voilà. Donc par exemple, oui, nous on aimerait bien que nos archives et toutes les recherches qu'on a pu mener, dont nos livres et nos expositions finalement, ne montrent qu'une forme aboutie, alors que je ne sais pas, j'ai collecté une bibliothèque de plus de 4000 livres en 10 ans, justement à travers mes voyages pour la Tate et autres. Donc j'espère que cette bibliothèque
pourra un jour bénéficier d'un local dans Paris et qu'on pourra avoir un centre pas un centre de recherche, ce serait trop ambitieux, on peut pas, mais un centre de ressources où justement on pourrait avoir un ancrage local, physique, où les gens du quartier où on sera pourront venir se documenter sur l'histoire des modernités arabes, africaines et asiatiques. Donc bien sûr, pour nous, ce serait un petit peu la prochaine étape souhaitée, quoi. Ouais. Ça me fait penser à... J'ai lu cet article dans le New York Times sur un jeune curateur qui a créé un espace de ressources dans le Oculus, qui est le sorte de centre commercial horrible qui a été construit par Calatrava, qui est vide en fait, qui est un centre commercial qui n'a jamais été occupé finalement. Les magasins ont fermé très tôt. Et lui, il a ouvert un centre de ressources dédié aux cultures afro-américaines avec des catalogues à disposition. Enfin voilà, il y a des modèles assez intéressants qui peuvent se mettre en place aussi de mise à disposition dans des espaces très alternatifs. Il faut créer des associations, il faut utiliser le modèle associatif et ses dérivés pour exister dans la société. Voilà. Pas d'autres questions, remarques, expériences aussi, si vous voulez. On peut de toute façon prolonger, si vous voulez, la discussion à l'extérieur aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'il n'y aura pas de séance le mois prochain, car le dernier jeudi du mois est férié. Donc on se retrouvera fin juin, du coup. Merci à tous et toutes. Merci.